Bien, bonjour. Je vais voir avec vous aujourd'hui la deuxième séquence du chapitre 1 consacré à la théorie des jeux dans ce cours de microéconomie de première année de la Toulouse School Economics. Alors, je vous rappelle quelques éléments essentiels qui ont été couverts lors de la séquence numéro 1. Alors, pour ça, je vais partager cet écran. Je vais me remettre au bon endroit. Donc, voici le jeu. Excusez-moi. J'ai réalisé quelques petites choses. Voilà. Donc, nous avons vu ensemble le dilemme du prisonnier. Dans le dilemme du prisonnier, nous avons deux joueurs. Chaque joueur a deux stratégies à sa disposition, nier ou avouer. Et je vous ai montré qu'étant donné les gains potentiels de chacun des deux joueurs et la structure de ce jeu, on peut anticiper que si ce jeu n'était réalisé qu'une seule fois, eh bien, chaque joueur aura comme décision d'avouer. Et donc, l'équilibre qui se produirait correspond à ce scénario inférieur droit dans lequel chaque joueur, Sophie et Andrea, va passer 4 ans en prison. Alors, différents éléments à se rappeler, des différents concepts que j'ai utilisés dans cette première séquence pour justifier cette prédiction. Je vous ai parlé de meilleure réponse, je vous ai parlé de stratégie dominante et je vous ai parlé d'équilibre en stratégie dominante. La solution, le scénario consistant à ce que chaque joueur avoue est un équilibre en stratégie dominante. Il est dû au fait que chaque joueur dispose d'une stratégie dominante, c'est-à-dire d'une stratégie qui est la meilleure réponse de ce joueur, quelle que soit la stratégie suivie par l'autre joueur. D'accord ? Et chaque joueur a une stratégie qui est la meilleure réponse, quelle que soit la stratégie de l'autre joueur. D'accord ? C'est une exception, c'est un cas particulier. Il y a beaucoup de jeux dans lesquels, on le verra plus tard, dans lesquels il n'y a pas, certains joueurs n'ont pas de stratégie dominante. Et dans ce cas-là, il n'existe pas d'équilibre en stratégie dominante. Il faudra réfléchir à qu'est-ce qu'un économiste peut prédire dans ces solutions, dans ces jeux plus compliqués. Alors, différentes observations relatives à cet équilibre en stratégie dominante dans ce jeu du dilemme du prisonnier. Première observation, cette hypothèse de stratégie dominante est basée sur une notion de rationalité. Le joueur joue sa meilleure stratégie, celle qui minimise le nombre d'années passées en prison, c'est-à-dire qui maximise le gain de sa stratégie, étant donné la stratégie suivie par l'autre joueur. C'est aussi une solution qui est spontanée, il n'y a pas d'intervention extérieure, il y a juste des règles qui sont établies, fondées sur le droit et sur les procédures d'interrogatoire. Mais étant donné ces procédures, il n'y a pas d'intervention spécifique, les deux joueurs vont naturellement suivre les stratégies consistant pour chacun à avouer. Et finalement, il y a une propriété de stabilité qui est extrêmement importante pour un équilibre, évidemment, c'est l'observation que, étant donné la stratégie suivie par chaque joueur, aucun des deux joueurs n'a intérêt à dévier de façon isolée. Dans le cas de ce dilemme du prisonnier, vous voyez que si Andrea décide d'avouer, et si Sophie anticipe que Andrea va avouer, elle n'a pas intérêt à changer de stratégie, elle n'a pas intérêt à dévier, elle n'a pas intérêt à basculer d'une stratégie consistant à avouer à une stratégie consistant à nier. Cette stabilité est tout à fait cruciale puisqu'elle permet de réfléchir à des questions de nature dynamique sur lesquelles on va revenir peut-être ultérieurement. Ce qui est important à observer dans ce dilemme du prisonnier, c'est que l'équilibre qui va se réaliser est très loin d'être désirable du point de vue des deux joueurs. Du point de vue des deux joueurs, observez que nier pour chacun des deux joueurs serait une meilleure solution. Vous voyez qu'ici, alors qu'à l'équilibre, chacun des deux joueurs va passer 4 ans en prison, la solution dans laquelle les deux joueurs nieraient, dans cette solution-là, chacun des deux joueurs ne va passer qu'une seule année en prison. Et donc,
l'équilibre, du point de vue des joueurs, l'équilibre en stratégie dominante n'est pas désirable. Il y a un autre équilibre dans lequel chacun des deux joueurs aura un gain supérieur, un nombre d'années passées en prison plus faible que ce qui va se passer à l'équilibre. Pourquoi cette solution désirable consistant à ce que chacun des deux joueurs n'est pas un équilibre? Eh bien, vous voyez que c'est une solution qui n'est pas stable, dans le sens où, étant donné par exemple que Andrea nie, eh bien, Sophie a intérêt à dévier. Si Andrea nie, on l'a vu déjà plusieurs fois, eh bien, quelle est la meilleure réponse de Sophie à la stratégie d'Andrea consistant à nier? C'est de profiter de la règle de l'amnistie et d'avouer et de dénoncer son collègue pour être immédiatement libéré. Et donc, cette solution n'est pas stable, elle ne constitue pas une combinaison de stratégies qui sont des meilleures réponses étant donné la stratégie suivie par notre joueur. Elle n'est donc pas réalisable sans une pression extérieure. D'accord ? Donc, c'est une propriété importante qu'en général, les équilibres les équipes de jeu sont rarement des solutions qui sont désirables d'un point de vue social. J'y reviendrai. On peut manipuler les règles du jeu pour essayer de changer l'équilibre. Par exemple, imaginez dans ce jeu du dilemme des prisonniers que nous ayons une mafia, que cette mafia parvienne à imposer dans l'esprit des membres de cette mafia que toute personne membre de la mafia arrêtée par la police et qui avouerait, qui dénoncerait un autre membre de la mafia, verrait immédiatement sa famille complètement décimée par un massacre organisé par la mafia. Et donc, imaginez cette situation en sus des pénalités imposées par la police en termes d'années de prison. Imaginez qu'une personne qui avoue, voyant sa famille décimée par la mafia, considérait qu'en termes de bien-être, cette décimation par la mafia de la famille de la personne qui a avoué représente une perte supplémentaire que je vais mesurer, par exemple, on pourrait faire plus, mais par exemple par 10 années de prison. Voir son mari et ses enfants assassinés, c'est comme si vous passiez 10 années de prison en plus. Eh bien, dans cette configuration-là, la nouvelle forme du jeu est représentée par cette nouvelle matrice, où vous voyez que chaque fois que j'avoue, la personne qui avoue va rajouter aux années de prison 10 années de coûts supplémentaires, 10 années de prison implicites de coûts supplémentaires liés au fait que la mafia assassine sa famille. Et donc, vous voyez que ceci sera le nouveau jeu, et il est facile de vérifier que dans ce nouveau jeu, l'équilibre il existe un équilibre en stratégie dominante dans lequel chacun des joueurs va nier. Dans ce jeu-ci, nier pour Sophie est une stratégie dominante, nier pour Andrea est pour Andrea aussi une stratégie dominante, et donc cette solution-ci, alors qu'elle n'était pas stable tout à l'heure, étant donné l'absence de mafia, devient une solution stable pour les deux joueurs. Les deux joueurs vont chacun nier, parce que si, sachant que l'autre nie, il est désirable de nier soi-même aussi. Parce que si vous niez pas, si vous avouez, eh bien vous allez vous faire trucider votre famille. Et ça, il vaut mieux passer une année en prison que de profiter de l'année d'amnistie, la règle d'amnistie. Parce que malgré que vous allez être amnistié, vous allez vivre bien seul avec, sur la conscience de vous et de la mafia, la mort de votre famille entière. Et donc, voilà, un changement de règle peut permettre de modifier l'équilibre du jeu, peut-être dans un sens meilleur que celui du prisonnier. Ici, la mafia, dans un certain sens, joue un rôle positif pour, au moins du point de vue des membres, créer un équilibre qui est plus désirable du point de vue de la mafia. Bien entendu, je ne vous parle pas du point de vue de la société dans son ensemble qui a tout intérêt à lutter contre la criminalité. Voilà, je vais vous présenter quelques exemples d'application de ce dilemme du prisonnier. Dans tous ces exemples, on retrouve bien cette situation dans laquelle l'équilibre en stratégie dominante existe
Néanmoins, cet équilibre n'est pas socialement désirable du point de vue des joueurs considérés dans ces exemples-là. Pour décrire cet exemple, je vais prendre une structure un peu différente de la matrice de gain. Donc, vous avez ici deux joueurs, le joueur A et le joueur B. Chaque joueur a deux stratégies possibles, soit de coopérer, soit de dévier. En général, dans les sociétés d'êtres humains, les communautés d'êtres humains, coopérer est une bonne chose. Et cela apparaît dans le fait que dans ce jeu, vous voyez que chaque joueur, dans l'équilibre, dans la solution, dans le scénario où chacun coopère, chaque joueur va avoir un gain de 2. S'ils dévient, si tous les deux dévient, ils n'auront un gain que de 0 chacun. Et néanmoins, la solution où les deux joueurs coopèrent n'est pas un équilibre en stratégie dominante, puisque dans ce jeu, comme dans le dilemme du prisonnier, vérifiez ça par vous-même, la stratégie consistant à dévier est une stratégie dominante pour chacun des deux joueurs. Donc, on a là à nouveau cet exemple de dilemme du prisonnier dans lequel un équilibre en stratégie dominante existe, mais n'est pas socialement désirable. Donc, le premier exemple que je vais vous présenter est un exemple lié à l'histoire du développement de la théorie des jeux, celle de la stratégie militaire. En quelque sorte, ici vous avez des problématiques d'équilibre de la terreur, et je me reporte à la période de la guerre froide, avec deux joueurs. Le joueur A, les États-Unis, le joueur B, l'Union soviétique. Dans ce jeu, chaque joueur a deux stratégies possibles. Coopérer, dans ce cadre-ci, signifie rentrer dans des accords de limitation d'armement, donc on limite les dépenses militaires, et la stratégie de dévier, consistant à dévier, qui consiste à investir massivement dans l'armée, au détriment évidemment du développement de l'économie et de la production de biens et services qui augmentent le bien-être des citoyens. Donc, dans ce jeu, toujours, le gain va se mesurer par la valeur des victoires militaires acquises par l'armée si la guerre est déclarée, moins les sacrifices de la population pour financer les investissements militaires. Donc, exemple typique, en plus de celle de la guerre froide, regardez la Corée du Nord, regardez l'histoire de l'Union soviétique dans les années 30, où il s'agissait de choisir entre le développement de la sidérurgie pour construire des tanks et des avions, donc des canons, ou bien plutôt développer l'agriculture et l'agroalimentaire pour fabriquer du pain et du beurre pour nourrir les populations. D'accord. Donc, question, faut-il, dans ce jeu, va-t-on produire du beurre ou va-t-on produire des canons? Produire du beurre, c'est coopérer, produire des canons, c'est dévier. Donc, dans ce jeu, on peut retrouver, vous pouvez reconstruire l'histoire avec ces données numériques, à titre illustratif. Vous voyez que dans ce jeu construit autour de cette application-là, à nouveau, les stratégies qui vont effectivement être jouées, c'est des stratégies de déviation. C'est une course à l'armement. Chaque pays, les États-Unis d'un côté, l'Union soviétique de l'autre, vont développer leur armement au détriment le développement de l'économie et du bien-être de leur population. Pourquoi? C'est un équilibre en stratégie dominante. Eh bien, tout simplement parce que la solution consistant à coopérer, à réduire de façon symétrique les dépenses militaires, mais dans cette configuration-là, dévier pour un des deux pays est extrêmement tentant, parce que si les États-Unis décident de réduire leur armement, c'est une incitation supplémentaire pour l'Union soviétique à faire la course à l'armement pour envahir l'Europe et augmenter ses richesses, faire de la prédation militaire pour compenser les investissements militaires. Et les États-Unis ne pourraient pas réagir puisqu'ils auraient, eux, dans cette configuration-là, décidé de coopérer, c'est-à-dire de réduire massivement leur investissement militaire. Et donc, vous voyez que cette solution où chaque pays accepte de réduire son armement n'est pas soutenable, n'est pas stable, n'est pas rationnel. La stratégie dominante est toujours de faire la course à l'armement.
Donc les économistes prédisent cette course à l'armement, et d'ailleurs c'est bien ce qui s'est passé dans la période qui a précédé l'effondrement de l'Union soviétique au début des années 90, sous l'ère de Reagan, ce qu'on appelle la guerre des étoiles, qui est une forme de course à l'armement, la guerre des étoiles, a conduit l'Union soviétique à des efforts militaires supplémentaires qui ont conduit à la révolution qui a renversé le régime communiste. Voilà. Et d'ailleurs, même dans les années 60, on estime qu'aux États-Unis, 10% de la richesse nationale était investie dans le système militaro-industriel américain. Un pourcentage bien plus élevé de la richesse de l'Union soviétique à la même période était utilisée pour produire des bombes nucléaires, des avions et des tanks. Voilà, donc bel exemple de solutions clairement inefficaces du point de vue de l'intérêt des citoyens de la planète. On a produit pendant des décennies des trucs qui servent à rien d'autre que la sécurité. Et il y a bien plus simple, des façons bien plus simples d'atteindre la sécurité, c'est qu'aucun pays n'est d'armes nucléaires, aucun pays n'est d'armées à capacité offensive. Ça coûterait 10 fois moins cher, mais ça, ce n'est pas réalisable dans un monde où il n'y a pas d'un gouvernement mondial qui ne sera pas capable d'implémenter, de mettre en œuvre une telle solution. Donc l'équilibre en stratégie dominante n'est pas socialement désirable dans le cadre de cette course à l'armement. Autre exemple, duopole, alors là je y reviendrai dans un chapitre ultérieur, dans le chapitre 3 si je me souviens bien. Eh bien ici c'est une problématique où vous avez deux producteurs d'un même bien, de biens similaires, des caractéristiques similaires. Prenons l'exemple de vendeurs de glace sur la plage, puisqu'on est encore à la fin de l'été. Ces deux vendeurs vendent des glaces sur une même plage. L'idéal pour ces deux joueurs, c'est d'imposer un prix élevé pour la glace. Il n'y a pas d'autres vendeurs de glace à proximité, et donc ils peuvent imposer un prix élevé. Ils pourraient ensemble se mettre d'accord, imposer un prix élevé pour augmenter leur marge sans que ça ait trop d'effet sur la demande pour les glaces sur la plage. Néanmoins, si le joueur A, si le vendeur de glace A met un prix élevé pour son produit, eh bien le joueur B, il pourrait avoir un intérêt à jouer un petit peu la concurrence et baisser un petit peu son prix pour attirer une part de marché plus importante sur la plage. Et donc, cette tentation de réduire un peu le prix pour capter une partie plus importante du marché, elle est particulièrement importante quand les deux joueurs ont imposé un prix très élevé. Et donc, vous voyez que cette incitation à undercutter, à concurrencer, à violer, à dévier de l'accord de duopole est important pour chacun des deux joueurs. Et donc, in fine, ce que les économistes prédisent dans ce type d'économie, c'est que ce duopole ne va pas être stable, va peut-être tenir quelques heures ou quelques jours, mais au bout d'un certain temps, chaque joueur va essayer de tricher et d'offrir aux consommateurs de la plage, aux consommateurs de glace de la plage, des petites promotions pour attirer une part plus importante de la demande. Et ça va faire s'effondrer les prix et la stratégie des deux joueurs à maintenir des marges importantes. Une application typique de ça, c'est évidemment le marché pétrolier depuis le début de l'OPEP. Premier choc pétrolier, constitution d'un cartel qui impose un prix sur le marché du pétrole, bien sûr, qui impose un prix élevé du pétrole. Et évidemment, quand le prix du pétrole est très élevé, les producteurs à la marge ont un intérêt en cachette, à aller couler une partie importante, une partie supplémentaire de leur production à un prix légèrement plus faible que ce qui est imposé par le cartel pour augmenter leur part de marché. Et évidemment, au fur et à mesure que chaque producteur membre de l'OPEP réalise sa capacité à aller augmenter ses revenus de la vente liée à la vente du pétrole, eh bien, l'augmentation de l'offre de pétrole sur le marché fait s'effondrer le prix du pétrole et le cartel s'écroule. On l'a vu à plusieurs reprises depuis 40 ans.
Donc, du point de vue des membres du cartel, la stratégie désirable n'est pas l'équilibre en stratégie dominante. Un autre exemple, assez rapidement, on y reviendra dans un chapitre spécifique, le changement climatique, je vous l'ai dit dans la séquence numéro 1, le changement climatique, l'économie du changement climatique est mon sujet de prédilection depuis un certain nombre d'années en termes de recherche, de contribution au débat public. Ici, c'est une application, le changement climatique, la problématique de lutte contre le changement climatique est une application du dilemme du prisonnier. Imaginez deux grandes régions du monde, les pays riches comme joueur A, les pays en développement comme joueur B. Dans ce contexte, coopérer, évidemment, consiste à réduire de façon conséquente les émissions de CO2 pour le joueur, alors que pour un joueur, dévier consiste à considérer que la lutte contre le changement climatique est un problème du second ordre, comme on le voit aux États-Unis, en Chine et dans la plupart des pays en développement. Donc, évidemment, d'un point de vue de l'intérêt général, étant donné l'énormité des dommages climatiques du scénario où tous les joueurs de la planète, tous les pays de la planète décident de ne rien faire, ces dommages sont tellement énormes que et les coûts de la transition énergétique sont importants mais beaucoup plus faibles. Évidemment que du point de vue de l'intérêt général, que tous les pays se mettent d'accord pour réduire de façon conséquente, au moins de 40% de réduction des émissions de CO2 d'ici à 2030 et zéro émission nette en 2050, ça c'est sans doute pas loin de ce qui serait socialement désirable du point de vue de l'intérêt général des générations présentes et futures. Eh bien, on voit que la solution qui est en train de se réaliser est une solution complètement différente où la plupart des pays ont décidé d'en faire très très peu pour lutter contre les émissions de CO2. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, regardez la Chine. La réalité du monde depuis 30 ans, c'est qu'on a depuis 30 ans, on sait que le changement climatique va être une catastrophe et néanmoins, depuis 30 ans, nous avons pratiquement doublé les émissions de CO2. Donc, au niveau de l'ensemble de la planète, l'Europe a baissé ses émissions, mais au niveau de l'ensemble de la planète, nous avons pratiquement doublé en 30 ans les émissions de CO2. Donc on voit qu'on va vers le mur et au lieu d'appuyer sur le pédale de frein, on appuie sur le pédale d'accélérateur. C'est une illustration parfaite du dilemme du prisonnier. C'est une situation où dévier, c'est-à-dire ne rien faire par rapport à la solution coopérative consistant à se mettre d'accord l'ensemble des pratiquement 200 pays de la planète pour réduire les émissions de CO2. La solution qui est en train de se développer sous nos yeux, c'est une solution où essentiellement rien n'est fait. Alors l'Europe est un cas particulier, mais je ne vais pas en parler à ce stade-ci, ce n'est pas le sujet de cet exposé. Je vais passer l'exemple des tragédies des biens communs. C'est l'exemple des réserves halieutiques, les pêches, l'existence, la volonté d'essayer de maintenir une réserve de poissons dans les océans qui permettra aux générations futures de consommer du poisson encore. Vous savez qu'aujourd'hui, les réserves de poissons dans le monde sont massivement réduites depuis une vingtaine d'années et que c'est un problème critique. C'est un problème critique notamment parce que nous sommes là aussi confrontés à un dilemme des prisonniers. Chaque pays a intérêt à ce que les autres pays fassent beaucoup d'efforts pour respecter leurs quotas, tout en faisant très peu eux-mêmes. Et puis finalement, dernier exemple d'un cas d'un transparent plein, c'est le dumping fiscal. Dans le cas de l'exemple du dumping fiscal, nous avons, qui est un sujet d'actualité particulièrement important en Europe ces temps-ci. Je vous rappelle qu'il y a 2 mois, au mois de juillet 2020, Apple a gagné son appel contre l'Union européenne voulant obliger l'Irlande à faire payer Apple pour un vrai impôt de société sur ses revenus générés en Europe et rapatriés en termes de profit en Irlande. Eh bien, Apple a gagné contre l'Union européenne en appel. On verra ce qui se passera dans les mois à venir là-dessus, mais c'est un dossier dans lequel on montre que les économistes montrent qu'en fait, le dumping fiscal, c'est-à-dire la compétition de différents pays pour essayer d'attirer sur leur sol
des entreprises très profitables sur lesquelles ils pourraient tirer des impôts sur les sociétés qui soient importants. Et plusieurs pays en Europe ont cette philosophie-là. L'exemple typique est l'Irlande, mais vous en avez d'autres, Monaco, la Suisse. J'en passe et des meilleurs. Ce dumping fiscal est une catastrophe pour l'ensemble des pays de l'Union européenne, puisqu'elle rend difficile l'augmentation de la pression fiscale, qui est pourtant, pour certains pays, particulièrement nécessaire, étant donné les besoins de redistribution, les besoins d'investissement dans les infrastructures publiques, les besoins d'investissement dans l'éducation, dans les hôpitaux. On parle du Covid-19. Voilà, c'est difficile d'augmenter la pression fiscale parce que certains pays jouent le dumping environnemental, le dumping fiscal, excusez-moi. Donc ici, typiquement, on va imaginer deux pays avec l'idée que quand un pays augmente la pression fiscale et que l'autre pays ne le fait pas, eh bien, il va y avoir des entreprises, de l'activité économique et des personnes fortunées qui vont s'expatrier vers le pays qui est le moins exigeant au niveau fiscal. Cette compétition fiscale désincite les pays à mettre en place des niveaux de fiscalité qui correspondent à l'optimum social. Donc là aussi, vous pouvez faire le détail de l'analyse à travers le tableau joueur A, joueur B, coopérer, dévier. Évidemment, coopérer ici, c'est chaque pays a un niveau de fiscalité socialement désirable. Dévier, c'est avoir un taux de fiscalité plus faible à l'irlandaise. Eh bien, à l'équilibre, tout le monde a intérêt à devenir l'Irlande. Le Brexit pourrait être une nouvelle illustration de ce phénomène. Voilà, je vais m'arrêter ici. On peut imaginer d'autres exemples, juste en citer deux. Nous sommes en plein Tour de France. Une illustration du dilemme du prisonnier, c'est ce qui se passe lorsque vous avez dans le Tour de France une échappée de plusieurs coureurs. Ce qui se passe en général, pour les gens qui connaissent un petit peu le Tour de France, eh bien, les échappées de plusieurs coureurs sont rarement un succès. Et une des raisons essentielles de ce manque de succès des échappées collectives, c'est qu'au sein de l'échappée, il y a un dilemme du prisonnier. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a un phénomène d'aspiration dans le cyclisme, c'est-à-dire que le premier dans le peloton ou dans l'échappée, le premier qui pédale devant, eh bien, il crée un phénomène d'aspiration pour les coureurs qui se trouvent derrière lui. Et donc, celui qui est en premier exerce un effort très important qui va au bénéfice des autres cyclistes derrière lui. Et donc, dans cette configuration, chaque membre de l'échappée a intérêt à ce que l'autre fasse l'effort et se mette en premier pour que, in fine, sur la ligne d'arrivée, au sprint final, celui qui a gardé plus de l'énergie parce qu'il n'a pas fait l'effort contributif au succès de l'échappée, eh bien, il va espérer au sprint final pouvoir dégager l'énergie nécessaire pour arriver premier. Et donc, le fait que celui qui fait l'effort va, en général, le bénéfice de cet effort va aller des autres membres de l'échappée, conduisent à ce que chaque membre de l'échappée refuse de faire l'effort collectif et, in fine, évidemment, le peloton va rattraper l'échappée parce que cet effort collectif au niveau de l'échappée n'est pas fait. Autre exemple, le travail en groupe dans l'université. Quand il est difficile pour un enseignant-chercheur qui demande à des groupes d'étudiants de faire un travail collectif, quand il est difficile pour cet enseignant de vérifier qui a fait quoi au sein du groupe lorsqu'il lit le rapport, eh bien, chaque membre du groupe de travail des étudiants a intérêt à en faire moins puisque l'essentiel du bénéfice de son effort va aller aux autres membres de l'équipe. Et donc, dans ce jeu où le gain net, c'est la note que vous recevez au final moins le coût de l'effort, eh bien, finalement, chacun va faire un effort relativement faible et la conséquence de ça, c'est d'avoir des rapports de mauvaise qualité et des notes assez faibles, mais avec un effort individuel qui reste extrêmement réduit. Voilà. Dans tous ces exemples, vous retrouvez une idée fondamentale du dilemme du prisonnier, c'est que l'équilibre qui va se réaliser n'est pas socialement désirable. Du point de vue de l'intérêt de chaque membre, de chaque joueur, il serait intéressant de mettre en œuvre un autre scénario
Mais néanmoins, ce scénario n'est pas stable dans ces scénarios désirables. Dans ce scénario désirable, il y a toujours un joueur, au moins un joueur, qui a intérêt à dévier, ce qui fait s'écrouler ce scénario-là, et un équilibre bascule sur l'équilibre en stratégie mixte dans lequel les résultats sont misérables. D'accord ? Donc, voilà, je vais terminer par cette note qui pourra vous intéresser, hein, où souvent les économistes sont considérés comme des libéraux. Je viens de vous présenter une deuxième séquence de ce premier cours de microéconomie dans lequel je viens de vous démontrer par A plus B que le laisser faire, laisser aller, c'est-à-dire laisser les joueurs faire en poursuivant leur intérêt personnel, mais ne conduit pas à un optimum social, à quelque chose, à une solution qui est désirable du point de vue de la communauté des joueurs. Cette fameuse main invisible, hein, qui est le discours contraire d'Adam Smith au XVIIIe siècle, qui dit laissez chacun poursuivre ses intérêts personnels et vous aurez le meilleur des mondes. Eh bien, je viens de vous présenter différents exemples où c'est clairement pas le cas. Le libéralisme doit donc être régulé. Et les économistes sont utiles. Pourquoi ils sont utiles? Parce que trouver la bonne régulation, celle qui permet d'atteindre le bien-être le plus élevé du point de vue des différents joueurs dans ces contextes, eh bien, nécessite des réflexions qui peuvent être relativement sophistiquées et qui peuvent être appliquées au monde de la finance, au monde de l'art militaire, au monde de la régulation des marchés de l'électricité, au monde de la négociation internationale pour le changement climatique, j'en passe et des meilleurs. Voilà, je m'arrête ici pour cette seconde séquence. Donc, j'espère vous avoir convaincu que la théorie des jeux est une méthodologie qui permet d'appréhender un nombre très large de sujets qui sont tous, chacun pris individuellement, extrêmement importants et intéressants du point de vue de débat dans la société dans laquelle on voudrait vivre, et que finalement ces différents débats sont liés par des points communs qui peuvent être synthétisés dans la théorie des jeux. Je vous remercie. À bientôt pour la séquence numéro 3.